Bonsoir à vous toutes et à vous tous. C'est avec beaucoup d'émotion et de l'orgueil aussi que de pouvoir, au nom de la Semaine des droits humains et du Festival des créatives, de vous accueillir ici pour cette table ronde qui est un moment central pour les problématiques qui concernent les droits humains, qui concernent les problématiques féministes et féminines. C'est vraiment le moment central, en tout cas pour la Semaine des droits humains, puisque nous sommes mercredi au milieu de la semaine. Et cette table ronde constitue un axe sur lequel on pense que s'articulent beaucoup des problématiques qui sont abordées au cours de cette Semaine des droits humains. Mon nom est Ambroise Barras, je fais partie du comité de pilotage de la Semaine des droits humains avec Fanen, qui se trouve là aussi avec quelques autres personnes. Et donc, je le répète, c'est vraiment avec énormément de plaisir que nous recevons et que nous collaborons avec les créatives, désormais depuis 3 ans. C'est depuis 2019, effectivement, qu'un partenariat s'est établi entre la Semaine des droits humains et les créatives. Et on se réjouit effectivement que ce partenariat se poursuive et qu'il s'engage dès l'année prochaine sur une nouvelle édition. Voilà, je cède très rapidement la parole aussi à Marius qui va vous faire une rapide introduction. Je vous remercie de votre présence et je vous rappelle que autant le Festival des créatives que la Semaine des droits humains se poursuivent jusqu'à la fin de cette semaine-ci et on sera très heureux de vous y retrouver. Voilà, bonne soirée. Bonsoir à vous toutes et tous. Très heureuse et heureux de vous retrouver ici encore. Je fais presque partie des meubles de la thématique maintenant à chaque fois que je les présente, mais c'est toujours un plaisir. On a une équipe de 14, donc il n'y a pas que moi, je n'incarne pas les créatives. Ce soir, on a l'honneur de recevoir 3 brillantes personnes que je vais très rapidement présenter avant de passer la parole à sa modératrice. Donc premièrement, en ligne, nous rejoint depuis la France, je crois, Chloé Anaïs Gomez-Lopez, qui est donc une ballerine, première ballerine noire à intégrer la States Ballet à Berlin en Allemagne. Et c'est un peu l'origine aussi de sa présence ici ce soir avec nous. On a ensuite Marie Da Silva qui fera donc la modération ce soir, qui a créé une agence exclusivement réservée aux femmes pour les outiller, leur apprendre à répondre en fait aux formes de harcèlement et de violence, de sexisme, de misogynie, de racisme, toutes les formes de discrimination. Elle en parlera bien mieux que moi. Et enfin, Sabine Pacora qui se présentera demain au Point Favre, l'Afrique, journal d'une femme vaudou, un seul en scène qu'on se réjouit de voir à 20h et qui est donc metteuse en scène, autrice et comédienne, bien entendu. Voilà, donc je vous laisse dans les mains de ces 3 femmes et je me réjouis de cette conversation et j'espère qu'elle vous plaira. Et voilà, bonne soirée. Écoutez, moi je sors un peu de ma zone de confort, puisque à la base, comme le disait Marius, je suis coach et mon sujet c'est l'autodéfense et plus avant l'antidomination. Et le sujet de ma vie c'est comment on reprend du pouvoir dans un espace où on est minoritaire. Et mon sujet c'est exclusivement l'espace professionnel. Donc en général je ne parle pas aux artistes. Et en général, en fait, je n'aime pas les artistes. Pour la bonne et simple raison que je suis un peu jalouse parce que je considère que les artistes sont des personnes qui se sont fait une promesse à eux-mêmes et qui l'ont tenue. Une promesse de rêve, une promesse d'ériger des mondes et je suis un peu jalouse de cette capacité que vous avez, vous, les artistes. Et donc, je suis très heureuse, en fait, de me retrouver en face de Chloé Anaïs, danseuse, qui met son corps en scène, qui gère en tout cas l'hypervisibilité et l'invisibilité que peut être une personne noire dans un espace aussi exclusif que celui de la danse. Et je suis très heureuse aussi de pouvoir parler en fait à Sabine Pacora qui va jouer demain un spectacle hautement intriguant qui s'appelle l'Afrique, journal d'une femme vaudou. Voilà. Donc en fait nous sommes 3 femmes noires. Je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire
Et j'ai envie, en fait, dans un premier temps, en fait, de parler d'utopie. Vous êtes artiste, donc l'utopie, c'est votre terrain, quelque part. Vous faites exister des choses qui n'existent pas. Vous imaginez des choses qu'on n'avait pas vues et qui maintenant sont devant nous. Vous imaginez des futurs qu'on n'aurait peut-être pas envisagés. Et moi, c'est la première chose sur laquelle j'ai envie de vous interroger. J'ai l'impression que quand on est une personne noire qui crée, on crée envers, contre tout et malgré. Et j'ai l'impression en fait que vous, dans vos domaines respectifs, votre droit à rêver a été prépondérant. Est-ce que je vais commencer par Sabine. Donc en fait, tu es actrice. C'est pas dans la liste des métiers des parents africains. C'est-à-dire que les parents africains en fait se transmettent une liste avec les métiers autorisés. Et il me semble que actrice, metteuse en scène, artiste n'est pas vraiment dans la liste. Donc comment tu as fait pour faire exister ce rêve? Et est-ce qu'il y a eu des résistances quand ce rêve est apparu? Alors, en fait, c'est vrai que j'ai eu envie d'être actrice depuis toute petite parce que effectivement, on était dans une fratrie, on regardait beaucoup de films. Et du coup, c'est vrai que je faisais un peu comme on faisait, parce qu'il y a beaucoup de cinémas je crois que même les cinémas n'existent plus en Afrique. Quand il y avait une scène que le public aimait, le public se levait et rejouait la scène. Et donc, du coup, moi, quand il y avait des films qui me plaisaient, je les rejouais. Et je rejouais des scènes à la maison, je rejouais des scènes dans la rue. Et puis, étant la plus petite de ma fratrie et sororie, personne ne voulait jouer avec moi. Et donc, voilà, je m'inventais des histoires dans ma salle de bain. Et voilà. Et donc, j'avais vraiment le plaisir des histoires, des mots. Voilà, je saoulais en fait tous mes frères et sœurs. Voilà. Et j'ai vraiment gardé ça. Alors, du coup, c'est vrai que donc moi, je suis donc d'origine ivoirienne. Et moi, je n'ai pas vécu avec mes parents. Donc, du coup, d'une certaine manière... tu n'as pas eu subir la liste. J'ai pas eu d'empêchement pour la concrétisation de mes rêves. Mais pour en revenir un petit peu à l'utopie dont tu parlais, et puis pour en venir aussi au statut d'artiste dont tu parlais, eh bien, moi, j'ai découvert effectivement que le monde des arts est soumis au rapport professionnel et au monde du travail, et que c'est pas du tout effectivement un endroit où on va dépasser l'imaginaire, s'inventer, etc. C'est un monde dans lequel on reproduit des relations, des rapports de domination. Et l'utopie, justement, elle n'existe pas pour tout le monde. Alors, moi, justement, j'étais très étonnée parce qu'effectivement, aujourd'hui, voilà, il y a plein d'œuvres où on voit des animaux qui parlent. Mais quand il s'agit de camper des personnages noirs positifs, ou enfin voilà, des personnages noirs qui pourraient être une fée par exemple, etc., à travers toutes les polémiques qu'il y a eu, et ben voilà, moi ça m'a beaucoup questionnée d'être confrontée comme ça à des carcans, à des enfermements, à des limites. Déjà moi dans l'exercice de mon métier de comédienne, et puis à un moment donné en fait, enfin voilà, moi je me retrouvais pas du tout dans cette société artistique, dans les œuvres en fait auxquelles j'étais amenée à performer en tant que comédienne en fait. Voilà, je me disais mais c'est étrange cette société. J'ai l'impression de vivre 200 ans en arrière. Et du coup, ben voilà, je n'ai pas trouvé d'autres possibilités en fait que de vouloir développer mes propres projets. Et en fait, développer des œuvres que j'avais envie de voir se réaliser
de poser des questions justement dans ce monde du spectacle, des interrogations que j'avais envie de voir se concrétiser. Et voilà, donc ça a été vraiment, oui, j'ai envie de... Et puis après, ça a été une toute autre histoire pour concrétiser ce nouveau rêve, parce que effectivement, confronté à des enfermements, et puis en fait, où aussi en fait, on ne t'attend pas parce que tu n'es pas perçu comme légitime. Donc tu dois te battre toi-même en fait pour ta propre légitimité. C'est-à-dire en fait, tu es quand même mu par ton rêve, par ton désir qui est très fort. Mais en fait, il faut quand même de la motivation, de la persistance. Parce qu'en fait, à chaque étape de concrétisation du projet, il y a des empêchements divers, en fait. Voilà. Donc c'est du rêve, mais avec un gilet. On rêve, mais avec une espèce de gilet pare-balles et un maillet pour détruire les murs qui sont érigés devant nous. Chloé, je vais te poser aussi la même question. La jeunesse de ton rêve et comment t'as fait en fait pour le maintenir? Et si tu as subi la liste des métiers des parents? Vous m'entendez là? Ouais. Ok, je check quand même le son. Ben écoute, moi c'est un peu différent que Sabine. Donc moi je suis issue d'un métissage. Ma mère est franco-algérienne, elle est née en France et mon père est d'origine capverdienne. Ma mère a toujours été une grande artiste. D'ailleurs, derrière moi il y a des tableaux d'elle. Donc dès mon plus jeune âge, j'ai vraiment baigné dans la culture. À l'âge de mes 8 ans, elle m'a emmenée voir le Lac des Cygnes. Et j'ai été vraiment émerveillée par les danseurs, l'histoire, les décors, les corps, la technique. Et dès lors, j'ai su que j'allais un jour en faire ma profession. Et elle m'a énormément poussée parce qu'elle-même, elle n'avait pas eu cette chance d'aller aux Beaux-Arts de Paris. En revanche, mon père, qui est né en Afrique, qui est né plus précisément au Cap-Vert, il a eu une enfance très difficile. Il a malheureusement pas eu la chance d'aller à l'école. C'était l'aîné d'une fratrie de 8 et très tôt, il a dû assumer ce rôle de grand frère, de père plutôt. Donc, pour lui, les études, la réussite passait par les études et la danse classique, c'était un hobby. Ce n'était pas vraiment quelque chose de sérieux. Et puis, au début, effectivement, c'était un hobby pour moi, même si je savais au fond de moi que je voulais en faire mon métier. Mais quand j'ai commencé à intégrer des écoles assez importantes, il a fallu financer tout ça. Et je viens d'une famille assez modeste. Ma mère est femme de ménage, mon père maçon, et les coûts étaient faramineux. Et pour moi, c'est vraiment le plus gros obstacle que j'ai rencontré tout au long de ma jeunesse. Donc aussi avec la pression financière, pour mon père c'était vraiment pas possible que je devienne danseuse. Qui plus est, j'étais quand même plutôt bonne à l'école, j'avais sauté 2 classes et j'avais eu mon bac à l'âge de 14 ans, donc il comprenait pas du tout ma décision de ne pas aller à l'université et d'aller en Russie. Voilà. Après, c'est vrai que dans la danse classique, il y a ce monde très féerique. Sur scène, on y incarne des fées, des princesses, des femmes fatales aussi. Donc, à chaque fois que j'ai eu l'opportunité d'incarner un de ces rôles, de danser un de ces ballets, au-delà de la technique, au-delà des pas, c'est ma personnalité qui ressort en tant qu'artiste. Et moi, je me suis très longtemps épanouie dans ce milieu, un milieu qui est très compétitif, très difficile aussi psychologiquement, mais tant qu'on est traités toutes et tous à la même enseigne, il y a quand même cette solidarité qui nous unit. À partir du moment où on ne vous met plus des barrières par rapport à votre talent, mais par rapport à ce que vous représentez en tant que personne de couleur ou qu'importe en fait. Là, ça devient vraiment un problème. Et moi, j'ai grandi dans le sud de la France, à Marseille. Je suis issue d'un métissage et forcément le racisme, je comprenais le concept même du racisme par le biais de mon père qui l'avait vécu notamment au Portugal. Mais c'était quelque chose qui ne m'était jamais arrivé en France.
Donc, quand je l'ai vécu en Allemagne, j'ai eu du mal à l'identifier et pourtant, ça n'avait rien de subtil. Voilà. Et aussi, pour rebondir sur ce que Sabine disait, dans le ballet, en tout cas, les personnages de couleur sont toujours caricaturés. Pendant des années, c'est-à-dire jusqu'en 2019, non, 2020, pardon, il y avait encore des blackface sur scène. Et à chaque fois, les danseurs qui incarnaient des blackface jouaient des gens un peu simplés, quoi. Donc, ça donne aussi une mauvaise image de la personne noire. Et je rappelle que les blackface ont été créés en Pennsylvanie afin de caricaturer l'homme noir. Ce n'est pas juste un costume. Et pendant des années, j'ai dû aussi me battre pour supprimer ces blackface des ballets, quoi. Et c'est bizarre en fait de devoir devoir se rendre compte que les gens tiennent à leur racisme. Ce qui m'a frappé en fait, Sabine, dans ce que tu as dit, c'est évidemment que la création, le rêve, l'utopie qu'un artiste peut avoir va se confronter effectivement à la réalité d'un monde professionnel artistique qui te refuse d'exister quelque part dans les dimensions en fait que vous méritez en fait. Cette notion en fait de mur à chaque fois que vous devez enfoncer, comme je le disais tout à l'heure, vous créez envers, contre tout et malgré et tout le temps. Il y a une charge mentale terrible en fait à maintenir ce rêve. À quel moment en fait vous vous êtes rendu compte que cette résilience que vous avez essayé d'avoir dans vos parcours respectifs était la bonne ou la mauvaise? C'est-à-dire que, enfin, je m'explique. Pour moi, la bonne résilience, c'est le fait de dire, bah, quoi qu'il arrive, je vais essayer de faire mon trou en tenant compte de mes ressources physiques et mentales. Et puis la mauvaise résilience, c'est de dire ça me tue, mais je ne me vois pas arrêter. Est-ce que vous avez oscillé entre ces deux types de résilience? Bah oui, clairement, parce que d'une part déjà l'école de la République, je parle en France, ne nous prépare pas en fait à ce à quoi on va être confronté en tant que jeune adulte sur le marché du travail, les relations amoureuses, enfin les relations avec les hommes, les relations sur le marché du travail, la problématique raciale en fait. Moi j'étais pas du tout consciente. Moi je voulais être comédienne, actrice. J'avais fait un bac théâtre, on allait voir des spectacles, voilà. On développait notre esprit critique, enfin voilà. Et puis après t'arrives sur le marché du travail, bon. Tu trouves pas il n'y a pas de travail en fait. Et il n'y a pas de rôle pour toi. Ouais, tu n'as même pas d'opportunité. Donc quand enfin tu trouves une opportunité, tu es tellement contente et que tu n'as même pas conscience en fait que derrière cette opportunité, tu es confronté à un racisme qui n'est même pas déguisé. Ouvert. Voilà, où on te fait jouer, on te voit, tiens, hop, tu vas mettre un boubou, tu vas... Mais donc au début, t'es super contente de cette opportunité et tout ça, et puis en fait, tu vois que ça se répète, ça se réitère en fait, et au bout d'un moment, ça te questionne, tu te dis, bon, mais en même temps, comme t'as mis toutes tes billes dans ce panier, et puis voilà, un réseau, c'est 5 ans, quoi. C'est 5 ans, se former, etc. T'as pas forcément envie de revenir en arrière parce que tu te dis encore, t'es mu par le rêve, mais non, il va y avoir des va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Et puis au fil des années, enfin voilà, moi ça fait quand même... j'ai commencé vraiment à travailler en 2007 avec le spectacle Kirikou, qui était un très beau spectacle, mais empreint de stigmatisation... raciste, je suis désolée, hein, c'est un très beau spectacle, mais derrière, enfin voilà... L'imaginaire qui était convoqué n'était pas forcément le tien.
n'était pas forcément en plus non, ton cadre. C'est une Afrique. C'est une Afrique fantasmée et exotisée. Voilà, les corps, les peaux, la jovialité. Enfin voilà. Enfin donc, moi j'avais adhéré au début parce que c'est vrai que je trouvais que c'était un beau projet et je voyais pas en fait forcément ce qu'il y avait derrière. Et c'est vrai que la plupart de mes expériences professionnelles et artistiques, j'étais convoquée pour jouer dans une exotisation en fait. J'étais la maman africaine, l'africaine. Enfin voilà, pour moi j'étais une jeune femme française. Et voilà, je me projetais comme toutes les jeunes femmes françaises. J'imaginais pas qu'on m'attendait au tournant en me disant bah non, toi tu peux faire que ça. Et donc c'est vrai que dans ce cheminement, on se dit toujours que le meilleur va arriver. Et au bout d'un moment, voilà, moi ça fait 12 ans que je travaille en tant que comédienne. Et au bout de 12 ans, j'ai joué dans une 50aine de projets. Il doit y avoir 3 projets, peut-être 2, sans stigmatisation négative en fait. D'accord. Où j'ai pas dû prendre l'accent, me grimer ou jouer des mamas africaines, des femmes de ménage, des prostituées, enfin voilà. T'as inventé une personne que tu n'étais pas finalement. Et donc au bout d'un moment, tu te dis non mais j'en peux plus en fait, c'est pas possible quoi. Et qu'est-ce que je peux faire en fait? Qu'est-ce que je peux faire de ça? Alors ensuite tu te dis tu nourris le rêve de faire autre chose, mais voilà, faire autre chose. Créer un nouveau réseau, se former, voilà, c'est bien 5, 6, 7, 8 ans en fait, entre la formation, créer le réseau et puis avoir des opportunités. Et c'était tout simplement pas ta destination aussi. En tout cas, du coup, cette problématique de résilience, à la fois dans la positivité et puis dans la négativité, a fait qu'à un moment donné, je me suis dit non mais bon, ça va, je vais pas attendre que quelque chose qui va jamais arriver. Et puis bon, si quelque chose arrive, tant mieux. Mais en fait, t'attends et puis en fait, je suis désolée, mais il y a que de la merde qui arrive en fait. Il y a que des opportunités réifiantes où à la fin, tu commences à te demander qui tu es en fait, parce qu'en fait, cette réification finit par t'atteindre et te blesser. Et voilà, donc tu es une artiste, en effet, mais qu'est-ce que tu fais en fait réellement? J'ai bien moi, enfin voilà, j'avais quand même un engagement assez politique sur ces questions-là. Et c'était très gênant pour moi de voir en fait l'artiste que j'étais et ce que je faisais en fait. Mais en même temps, enfin, c'est aussi une utopie de croire que tu peux faire pas autrement, mais c'est-à-dire en tant qu'acteur. dans le système, dans le monde de l'industrie du film et du spectacle à l'époque, en fait, voilà, quand tu es une femme grosse et noire, voilà, ça fait pas rêver les propositions qu'on te propose, quoi. Hein. Donc, voilà, moi j'avais vraiment l'impression que j'étais ou inconsciente, ou folle, ou, enfin voilà, je vivais pas du tout dans le monde. Et donc voilà, c'est imposé à moi à un moment donné, en fait, c'est-à-dire que il n'y avait pas d'autre alternative en fait que de créer. Il y avait pas, et puis c'était plus possible en fait de travailler comme je le faisais en fait. Dans les opportunités de tournage que j'avais, c'était difficile. C'était voilà, des fois je tournais pendant 3 jours, j'avais besoin d'1 semaine pour me remettre de ce qui se passait dans les opportunités dans les tournages en fait. Où voilà, t'es subalterne. Bon, dans le cinéma, pour moi, on est vraiment dans la féodalité, quoi. Il y a les stars, et puis après il y a le reste du monde. Il y a la plèbe à qui on parle un peu comme de la merde. Et donc pendant toute la journée, en fait, tu te prends ça dans la. Donc voilà, et je m'étais dit non, mais en fait, aujourd'hui, je suis tellement déterminée dans le sens où je ne veux plus ça. Je ne veux plus, c'est plus possible. Et je n'ai pas d'autre choix, en fait. Donc, tu as décidé d'utiliser quelque part ta résilience pour créer, pour créer parce qu'il n'y avait pas en face
de propositions qui te faisaient exister dans les dimensions que tu méritais quelque part. Oui, enfin, je sais pas si c'est utiliser ma résilience, mais en fait, c'est-à-dire j'étais arrivée à un endroit de détermination, à me dire, ben voilà, aujourd'hui, je me sens capable, je me sens légitime de nourrir le rêve, de développer un projet et de le concrétiser. Et toi, même si partout autour de moi, voilà, parce que quand j'ai commencé à pitcher mes scénarios, les gens me disent ah ouais, mais bravo, t'as réussi à concrétiser ça. Enfin, genre, c'était inimaginable, en fait, c'était une blague. Pareil pour mon spectacle, en fait. Ah bon, t'as réussi à. Oui, voilà, j'étais. Voilà. Et on te félicite d'avoir tenu. Et toi, justement, Chloé, qu'est-ce que tu pourrais, justement, quand tu réfléchis à ton parcours, est-ce qu'il y a eu, justement, des instances de bonne et de mauvaise résilience? Et qu'est-ce que tu en as fait aussi? Écoute, moi, jusqu'à l'âge de mes 26 ans, j'étais plutôt très contente de ma carrière et de mon parcours. J'ai eu la chance de faire mes études au Bolshoi Ballet Academy à Moscou, c'est considéré comme le top du top en Russie, quoi. J'ai dansé au Ballet de Londres, au Béjar Ballet en Suisse, donc j'étais vraiment contente. Et à chaque fois que je quittais une compagnie, c'est parce que j'avais l'impression que j'évoluais plus en tant qu'artiste. On m'a jamais donné des rôles dans lesquels j'aurais pu me sentir discriminée. Pas du tout. J'ai été très longtemps dans le corps de ballet. J'ai tout fait. J'ai aussi fait des rôles de soliste. Donc, j'ai eu une expérience plutôt positive d'un point de vue artiste. Après, le milieu du ballet, c'est très difficile. Comme je le disais précédemment, il y a énormément de compétition. Mais au-delà de ça, l'apprentissage, on commence notre apprentissage à l'âge de 6 ans. Puis, dès l'âge de 8 ans, on doit intégrer une grosse école. Le rythme, c'est à peu près 8 heures d'entraînement par jour. En Russie, c'était vraiment l'armée. C'était tellement rigoureux et strict et dur. Il y avait beaucoup aussi d'humiliation, comme dans beaucoup d'écoles de danse, mais surtout à l'ancienne. Là, les choses sont en train de changer. Mais nous, on nous corrigeait à coups de bâton. Mais là, avec le recul, je peux vous dire que j'étais pas choquée parce qu'on était tous logés à la même enseigne. Et le fait même que j'étais métisse et aussi française, parce que la Russie, ils ont une admiration folle pour la France. Écoutez, j'étais un peu privilégiée parce qu'on me trouvait exotique, parce qu'on me trouvait mignonne. Donc vraiment, j'ai eu un parcours assez positif jusqu'à ce que j'intègre Berlin. Donc Berlin, j'étais sous la supervision d'une maîtresse de ballet de l'Allemagne de l'Est, qui estimait que la couleur de peau était un critère esthétique. Vous m'entendez? Oui. Allô? Oui, on t'entend bien. Parce que ça a coupé, pardon. Oui, qui estimait, que la couleur de peau est un critère esthétique. Et c'est vrai que la danse classique, c'est très codifié. Il faut avoir le bon poids, la bonne taille, la bonne longueur des jambes et des bras, la bonne longueur de cou. Ça en devient un peu trop, c'est trop. Il faut vraiment avoir un parfait physique selon leurs critères. Et voilà, du coup, la couleur de peau, apparemment, à Berlin était un critère esthétique. Mais je m'étais tellement battue pour rentrer dans cette compagnie, c'était complètement mon rêve et un achèvement, en fait, un accomplissement personnel, en fait, d'intégrer une compagnie de cette envergure, que j'ai subi le racisme pendant 3 ans. Au début, c'était vraiment dur pour moi de l'identifier, même si il était tellement ouvert, il n'y avait rien de subtil dans les réflexions, bien entendu, c'était aux yeux de tous. Et puis au bout de quelques mois, j'en ai informé ma direction, et malheureusement, rien n'a été fait pour me protéger. Donc quand tu réalises que tes supérieurs sont au courant de ce qui se passe dans les studios et qui n'ont aucun outil pour t'aider, il y a 2 solutions. Soit tu pars et t'acceptes plus, soit tu restes et tu subis. Et ça a été le cas pour moi, pas parce que je me victimisais ou quoi que ce soit, loin de là,
c'est parce qu'il y avait juste mon rêve qui comptait d'évoluer dans cette compagnie. Et au-delà de ça, au début, j'ai pris ça comme un bizutage. Je me suis dit, bon, je suis nouvelle, c'est normal. On aurait pu m'attaquer sur mon poids, on aurait pu m'attaquer sur autre chose, mais on m'a attaqué sur ma couleur de peau. Voilà, c'est le Donc, truc. tu as essayé le de plus rationaliser. Tu as essayé de rationaliser en fait ce qui se passait pour pouvoir survivre à ces situations. Exactement. Et au-delà de ça, vraiment dans le ballet, c'est normal. Enfin, quand j'étais plus jeune, j'entendais des professeurs qui disaient à des filles, écoute, t'as grossi, il y a les toilettes à côté, ou tu sautes comme Kirikou, des choses comme ça. Et c'était tellement normal. Et en tant que gamin, bien entendu, on relève pas ça quand on a 8 ans. Donc forcément, ce sont des choses qui sont ancrées en nous, et à l'âge adulte, on relève plus. On ne se dit pas c'est du racisme de dire qu'une fille noire n'a rien à faire dans un corps de ballet, ou de dire que quand t'es pas en musique, Chloé, on voit que toi parce que t'es noire. On réalise pas ça, on se dit juste, ok, clairement, elle m'aime pas parce que je suis noire, c'est un bizutage, donc elle me le fait ressentir. Et c'est juste ça, en fait. Mais c'est clairement du racisme. C'est juste qu'en France, pour rebondir sur ce que Sabine disait, on nous apprend pas à faire face à ces problèmes. Alors après, moi, la France, c'est mon pays. J'adore. Grâce à la France, j'ai pu devenir danseuse, et j'ai eu des opportunités que mes parents, surtout que mon père n'a pas eu. Mais aussi, malheureusement, l'éducation nous prépare pas, ne prépare pas à ces problématiques. On a ce truc en France, et même en Suisse, je trouve, parce que j'ai vécu en Suisse pendant 4 ans, donc je sais aussi de quoi je parle. Et mon copain lui-même est d'origine éthiopienne, et il est suisse. Et en Suisse, on dit, oui, nous, on n'est pas racistes. On a des Éthiopiens, on a des Érythréens. En France, on a des Algériens, on a des Arabes, on a des Noirs. On n'est pas racistes. Mais c'est un peu plus subtil, malheureusement. En fait, c'est assez subtil parce qu'en fait, on est dans des pays où on ne voit pas les couleurs. Être daltonien du racisme, c'est quelque chose qui se pratique dans toute l'Europe. Et finalement, il y a un tel silence autour de ces questions que c'est très dur quand vous subissez des choses. Et c'est ce qui a été dit. C'est ce que il y a des similitudes dans ce que vous avez pu dire. Le fait de dire, premièrement, j'ai mis énormément de temps à comprendre ce qui se passait. Et deuxièmement, quand je l'ai compris, c'était aussi difficile de s'armer. Donc la colère a une place. J'ai l'impression que tout ce que tu disais, par exemple, Sabine, sur le fait de dire, écoutez, moi j'en ai marre de vos fausses opportunités, je vais créer mon opportunité. J'en ai marre, par exemple, de m'asseoir avec une demi-fesse à votre table. Je vais créer ma propre table. Même ça, en fait, c'est pas évident. Donc la colère a été un moteur. T'as réussi à le transformer en quelque chose. Et j'ai l'impression aussi que si on parle de résilience, moi je mettrais ça en fait dans la bonne résilience, c'est-à-dire que mettre ses efforts au service de soi pour exister dans les dimensions en fait qu'on nous refuse, parce que finalement c'est ça en fait le drame de l'oppression, du racisme et de la discrimination, c'est qu'on nous refuse l'universel, on nous refuse la pluralité, et on nous refuse finalement en fait d'exister en entier. Est-ce que c'est ce qui sous-tend en fait ce que tu crées là, ce premier spectacle que tu as mis autant de temps à... Je pense que ce spectacle, il n'a pas été fait en un jour. C'est quelque chose peut-être que tu as pensé sur des années et des années et qui finalement sort de terre. Alors, moi, par rapport à la colère, en fait, quand j'ai senti effectivement des traitements différentiels, oui, des façons des regards qui étaient portés sur moi, d'abord j'ai senti beaucoup d'interrogations. Et chaque fois que j'ai voulu questionner les malaises, il n'y avait jamais d'espace pour en discuter. Et jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, en fait, quand tu n'as que des agressions, le fait que t'es pas invisibilisé, mais on ne prend pas en compte en fait ton questionnement n'est pas important, n'a pas sa place en fait, alors que toi ou tu es blessé, ou tu es voilà, à un moment, j'étais arrivée à un moment donné où je passais mon temps en fait à appeler ma sœur, des proches, pour raconter, oui, c'est passé ça à l'université, c'est passé ça, on n'en pouvait plus quoi. Donc
et en même temps, j'avais besoin d'exprimer ça, en fait, parce que sinon, à la fin, t'es rongé aussi par tous ces trucs où on t'a méprisé, où enfin voilà, on te prend pas en compte, en fait, tu n'existes pas. Et en plus, bon, je sais pas, moi, j'ai quand même toujours eu un esprit critique, en fait. Et en fait, cet esprit critique n'avait pas sa place, en fait. Et il y a dû avoir ce phénomène où, parce que tu parles de racisme, oh là là, c'est toi qui as fait exister la question, parce qu'avant, c'était même pas une question. Et puis, on t'en veut, en fait, de lever le lièvre, on t'en veut de dire, mais écoutez, il y a un éléphant dans la pièce, il est rose, faut qu'on le regarde. Bah, moi, j'étais clairement, voilà, j'ai fait plusieurs masters, et j'étais dans un master à Paris 8 où tous les étudiants, en fait, ils en avaient marre de ma gueule, en fait. Genre, oh, mais n'importe quoi, c'est pas vrai, c'est pas tous les noirs. Moi, j'ai un ami noir, il va très bien, il n'y a pas de problème, etc. Ouais, t'es parano, il y en a marre, enfin voilà. Et puis bon, maintenant, je reçois sur Instagram, ouais, mais c'est vrai, t'avais raison, je me rendais pas compte à l'époque. Bon, enfin bon, bref. Mais à un moment donné, par contre, c'est pas que j'ai pris conscience. En fait, moi, ça m'a un peu inquiété l'attitude de mes proches qui disaient oh là là, mais en fait, elle va pas bien, ça va pas du tout. En fait, elle fait que raconter des histoires négatives où elle est pas bien, elle est pas bien, elle est pas bien. Enfin, moi, je me suis dit oh là là, c'est vrai que c'est flippant. Il faut vraiment que je fasse quelque chose, en fait. Et c'est vraiment, franchement, dans les textes afroféministes, voilà, j'avais un sujet sur les femmes au cinéma, et du coup, c'est en découvrant ces textes-là que je me suis dit, ouf, effectivement, c'est pas toi qui c'est pas toi le problème. En fait. C'est pas toi, c'est que, enfin voilà, il y a des mécanismes, ces textes, en fait, m'ont permis de m'apaiser. Parce que ta réalité était nommée. Voilà, déjà, et puis cet apaisement, cette réflexion, cette compréhension en fait du mode de fonctionnement de la société qui t'invisibilise, qui te méprise, enfin voilà, dès que t'es pas dans la norme, dans les standards, etc. Soit on ne voit pas, ou en fait, où on ne fait que voir le fait que t'es noir ou t'es grosse ou t'es voilà. Moi, j'arrivais bref, dans des espaces de formation où en fait on me posait que des questions sur mon origine africaine, alors que bon voilà, moi je suis française. Et voilà, au bout d'un moment tu te dis mais qu'est-ce que tu vois en face quoi, je sais pas, parce que moi on vit pas la même chose en fait. Et donc du coup ces écrits m'ont vraiment permis parce qu'en fait dans le féminisme, dans l'afroféminisme, c'est aussi des manifestes qui permettent comment dire, de trouver des stratégies et de survie dans la société et de résistance et de stratégie aussi de rébellion en fait et de révolte. Et de faire quelque chose de cette colère. Voilà. Et du coup, enfin vraiment, ça m'a... Tous ces questionnements, toutes ces... voilà, m'ont amené déjà vers ce projet que j'avais de master, de questionner le vécu des comédiennes. Alors, le vécu des comédiennes sur les plateaux de cinéma, des comédiennes noires, franchement, il est riche et dense. Et voilà, et du coup, c'est vrai que lorsque j'ai participé à l'aventure de Noir n'est pas mon métier, bon, ben voilà, en fait, c'était la suite, en fait. J'étais toujours dans ce même environnement. Et en fait, c'est vrai que dès que j'ai commencé à avoir des expériences de tournage, je me suis dit, non, mais en fait, là, en fait, il y a quelque chose d'un point de vue sociologique. En fait, il y a un vrai fait social. En fait, il y a un traitement différentiel. Enfin, tout le mode de fonctionnement du cinéma, comment les femmes sont traitées, comment les minorités raciales sont traitées, comment... Enfin, voilà, je me suis dit, mais en fait, waouh, c'est énorme, il y a un vrai sujet là. Et mais voilà, je me sentais pas encore légitime pour écrire parce que bon, moi j'étais formée en tant que comédienne. Voilà, j'avais jamais écrit un texte, j'avais jamais voilà,
Et en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ces expériences, ce master que j'ai fait. Nord n'est pas mon métier, mon témoignage en Nord n'est pas mon métier. Et puis voilà, il y a eu, à un moment donné, il y a eu une évidence. Tu devais créer ta table. De toutes ces expériences, en fait, c'est-à-dire qu'effectivement, le spectacle de l'Afrique que je joue aujourd'hui, il a commencé il y a 10 ans, en fait, avec toutes les expériences c'est un process. que j'ai vécues. Voilà. Et en fait, il a pu se concrétiser d'un point de vue empirique, d'un point de vue théorique, d'un point de vue féministe, afroféministe. Voilà, c'est vraiment une synthèse, en fait, de toutes ces expériences. Et Chloé, par exemple, sur le fait de comment, en fait, ce qu'on peut voir et ce que je vois dans tous les milieux professionnels possibles et inimaginables, c'est que une femme noire qui va exprimer des besoins est une femme noire qu'on va voir comme une femme capricieuse. C'est-à-dire que le simple fait d'exprimer des besoins est vu comme un caprice, est vu comme une hérésie. Quand on pose la question de écoutez, là il se passe quelque chose d'anormal, tu deviens en fait une espèce de personne en fait à abattre parce que en fait tu as osé lever le voile sur une certaine réalité. Cette question de l'autodéfense, on peut aussi la mettre sous le rayon utopie. C'est utopique en fait qu'une personne noire ose se défendre quand elle sort quelque part du subi. Est-ce que tu as ressenti ça par rapport à ton expérience à Berlin? Est-ce que tu as senti le truc vertigineux de dire là en fait je vais me mettre en situation d'autodéfense malgré le fait de comment on va me voir, etc. On t'entend plus. Moi, pour être honnête... Ah là on t'entend. Ah bon? Non, là, c'est bon. Je sais pas. C'est bon? C'est bon, là? Ouais, là, c'est bon. C'est bon? Ouais. Oui, écoute, moi, c'était que quand j'ai pris la parole, j'avais surtout peur qu'on me dise « Oh, ok, encore une noire qui pleurniche, encore une noire qui se victimise », parce que j'ai pris la parole en plein Black Lives Matter. Et j'avais peur aussi qu'on se dise que cette prise de parole était liée à un phénomène de mode. Par contre, ça n'a pas du tout été le cas. J'ai eu le soutien de pratiquement tous les danseurs de ma compagnie parce que eux aussi étaient témoins de ces actes. J'ai eu le soutien de danseurs issus du monde entier, de non-danseurs. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont identifiés à mon histoire. Parce qu'elle a été aussi largement médiatisée. Et je pense qu'on n'avait pas besoin d'être danseur aussi pour subir ces problématiques. Non, en revanche, ce que je vis actuellement, c'est un peu plus compliqué. J'ai remarqué que lorsqu'on s'exprimait sur certains sujets tels que discrimination, racisme, inceste, pédophilie, ce genre de sujets qui sont assez touchy, on nous met dans des cases malgré nous, on nous colle des étiquettes. Et je trouve que ces stéréotypes sont dangereux et il est intéressant de voir comment ils façonnent aussi nos récits. Moi, j'ai pris la parole parce que ça m'est arrivé directement. Je ne suis aucunement une activiste, je ne suis pas une experte aussi sur la question. Je suis, je m'intéresse beaucoup à divers sujets comme effectivement les violences conjugales, l'inceste, qui me touche particulièrement par rapport aux enfants, mais je ne me suis pas exprimée là-dessus parce que c'est quelque chose que je n'ai pas subi. Et là, maintenant, on m'identifie en tant que Chloé, le visage du racisme dans le ballet, Chloé, l'activiste. Et c'est ce que je vois dans les gros titres en France. Et à chaque fois qu'il y a une problématique qui est liée au ballet, on m'appelle tout de suite. Mais on m'appelle de New York, on m'appelle d'Espagne, on m'appelle du Brésil. Dès que c'est une problématique liée au ballet, on m'appelle. Et ça me dérange parce que déjà, j'ai pas la prétention de dire que je suis une figure qui se bat pour les droits des danseurs. J'essaye d'améliorer les choses, mais je suis pas la seule à le faire. On est vraiment une dizaine à le faire. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est mieux que rien. Mais voilà, attention à ces préjugés.
En fait, c'est important oui, effectivement, en fait, on te réduit d'un côté, puis on te réduit de l'autre. J'imagine qu'après Noir et mon métier, t'as dû rappeler que ton métier, c'était... Non, Noir n'est pas mon métier. Après... j'imagine qu'après Noir n'est pas mon métier, t'as dû dire, mais en fait, j'ai des projets aussi. La même chose, t'as dû dire, en fait, je danse. Donc, ouais, exactement. En fait, je suis pas juste noire et en aucun cas ma couleur de peau définit la personne que je suis. C'est un aspect de moi-même. Un aspect de ton expérience. Mais avant toute chose, je suis française avant d'être noire, avant d'être d'origine algérienne et capverdienne, je suis française et je suis danseuse et professeure aussi. Donc, Chloé n'est pas juste noire. Et c'est important en fait ce combat que après avoir dénoncé, puis il y a un autre combat qui s'annonce, qui est celui de ne pas être réduite. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui se passe avec l'Afrique Journal d'une femme vaudou, où c'est un spectacle où tu interroges et que tu contorsionnes en fait les représentations qu'on peut avoir d'une femme noire. C'est-à-dire que tu prends les stéréotypes, tu les regardes en face, tu les plaques à la tête des gens et tu en fais quelque chose. Moi, quand j'ai lu déjà le synopsis du spectacle, je me suis vraiment interrogée sur la tension qu'il y a dû avoir entre le fait de représenter un stéréotype et ne pas en devenir un. Est-ce que c'est une question qui a été centrale en fait dans ton processus de création, de dire putain, bah là je vais là je vais représenter j'ai parlé des stéréotypes, est-ce que je me restigmatise pas? Bah, d'abord, déjà, je voulais dire que moi, chaque fois que j'ai exprimé un mécontentement ou mon avis, etc., j'ai souvent eu que de l'hostilité, en fait, hein, vraiment. Et dans mon parcours de formation, j'ai souvent été quand même un peu isolée, justement, parce que, ben voilà... les gens souvent ne comprenaient pas. Ou ils ne voulaient pas comprendre. Qu'est-ce que tu remettais en question, qu'en fait, c'était quand même bien et tout ça. Et dans ce spectacle, en fait, j'ai essayé de travailler sur un espèce de détournement, c'est-à-dire que de parvenir en fait à exprimer des choses, des questionnements, des interrogations, et puis peut-être même des mécontentements, mais à l'insu du public en fait. C'est-à-dire, j'ai effectivement travaillé sur la satire, emmener le public dans des moments de rire à gorge déployée, et puis en même temps, j'avais envie en fait d'être sur une espèce de ligne frontière entre le rire, l'humour et puis le malaise. Et quelque chose de très grinçant, parce que c'est vrai que moi, les expériences que j'ai vécues, par autodérision, j'en ai beaucoup rigolé, parce que c'était tellement too much. Et puis, en même temps, c'était aussi très violent et vraiment tragique, en fait. Et donc, je suis vraiment sur cette ligne d'humour tragique. Et voilà. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était que... Comme si je conviais le public pour lui raconter quelque chose, mais qu'en dessous, il y avait un sous-texte qui était moins bucolique que ce qu'il paraissait. Et sur la problématique des stéréotypes, justement, en fait, voilà, j'ai donc écrit un spectacle sur les stéréotypes. Et en fait, je me suis dit, j'ai pas du tout envie de représenter le stéréotype, puisque je risque, moi aussi, de le véhiculer, de lui donner jour à mon tour, parce que voilà, comment représenter un stéréotype, faire un accent, faire du blackface, je sais pas. Et comment t'as résolu ça du coup? Eh ben justement, moi ce qui m'a déjà au début, je me suis dit non, je ne veux pas du tout représenter ces femmes migrantes auxquelles j'ai pu donner vie dans mes rôles dans différents films, cinéma et audiovisuel compris.
Mais en fait, je me suis dit, non, mais il faut quand même représenter. Moi, je suis désolée, mais il faut quand même qu'on voit des corps de femmes noires grosses qui n'existent absolument nulle part, que ce soit dans les écrans, les médias, les couvertures de magazines. On ne voit pas de corps de femmes grosses, et noires encore moins. Moi, je me suis dit, non, mais là, je vais m'en donner à cœur joie, je vais faire 2 bonnes grosses que le public va en avoir plein les yeux. Voilà, et du coup, j'ai voulu... j'ai fait une espèce d'antiparastase, c'est-à-dire que le stéréotype, je l'ai détourné et je me suis réapproprié le stéréotype. Donc j'ai créé 2 sculptures moulées sur mon propre corps, mon visage, etc. Et j'en ai fait comme des espèces de déesses, en fait, qui sont là, qui trônent, qui sont fortes, qui sont présentes, qui sont belles, qui éblouissent le public. Enfin, voilà quoi. Je me suis dit, non, il faut parvenir à tordre le cou à tout ça, à transcender ça. La beauté est partout, voilà quoi. Et sur la problématique des stéréotypes, justement, je me suis dit, ah tiens, ce que j'aimerais, c'est de donner le regard bourgeois, dominant, blanc, sur ces questions, sur cette norme, sur ces standards, sur les personnes qui sont en dehors de la norme, sur les minorités, etc. Donc en portant leur regard, on a le stéréotype de leur bouche. Et en même temps, moi, ce qui m'amusait, c'était de les caricaturer, c'est-à-dire de renvoyer le miroir à l'envoyeur. C'était de caricaturer ce point de vue bourgeois dominant, surplombant, réifiant, et de les réifier à mon tour. Une espèce de bah alors, t'aimes ça? Mais du coup, en fait, c'est vrai que moi, j'ai trouvé quand même que mes caricatures étaient quand même très proches de la réalité, que c'était pas des caricatures. Des vrais trucs. Des vrais trucs. Bah oui, en fait, c'était. Enfin, je me suis dit, en fait, c'est pas des caricatures, hein, c'est vraiment. Enfin voilà. Ces stéréotypes existent et on t'a demandé de les incarner pendant des années. Non, c'était plutôt. Là, je travaille sur des personnages de réalisateurs, de conférencières, par exemple, de personnages blancs, dominants, de figures d'autorité, qui prennent souvent la parole, qui sont sûrs un peu de leur vision des choses, et voilà, et je les ai incarnés, mais effectivement dans cette image satirique de la caricature. Et en même temps, j'ai trouvé que ces personnages étaient très près de la réalité. Donc le miroir n'était même pas aussi déformant que ça. Et qui doit se reconnaîtra malheureusement. Ou heureusement. Mais en même temps, comme il y a très peu de... Il y en a, hein, il y a des humoristes, etc. Mais c'est surtout que c'est amené de cette façon-là. C'est-à-dire qu'en fait, sur la question des stéréotypes, il y a effectivement les stéréotypes des minorités raciales, mais il y a aussi le stéréotype des personnages blancs dominants qui sont rarement stéréotypés. Et du coup, je pense qu'il ils sont très surpris, c'est-à-dire qu'on rit, et en même temps, il y a quelque chose de très grinçant et de très malaisant, où en fait... Où la personne se dit, mais en fait, ce qu'elle vient de dire, je l'ai dit hier à table. On parle de moi. Et quelque part, c'est une vraie reprise de pouvoir. C'est ça, c'est une reprise de pouvoir. Les personnes viennent en se disant, qu'est-ce qu'elle a à dire sur les stéréotypes de la minorité raciale? Et en fait, ce qu'on leur sert, c'est... Michel, on parle de toi. Ça, franchement, c'était hyper jouissif. Je trouvais que c'était vraiment intéressant. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était vraiment une adresse hyper subtile et intéressante pour faire comprendre en fait ce qu'est la problématique des stéréotypes. Lorsque tu n'es jamais caricaturé parce que tu es dans un privilège d'être blanc dans cette société, d'être perçu comme normal justement, et ben justement d'avoir une personne issue des minorités qui va pointer certaines choses, et surtout tu es très surpris de cette adresse de cette personne issue des minorités qui te met dans un statut un peu d'objet réifié, voilà, et de façon très inattendue. Donc ça, j'ai trouvé que c'était une démarche
En pouvoir. Très intéressante, politique, humoristique, artistique. Il y avait vraiment sociologique, plein de tiroirs dans cette démarche. Et justement, en fait, le truc, c'est que nous sommes tellement vus en tant que sujets. Nous sommes des sujets de recherche. Nous sommes des expériences, etc. On nous voit pas quelque part comme producteurs de savoir. Et moi, ce qui m'a frappé en fait dans vos parcours respectifs, c'était le fait de dire, mais malgré le fait que vous m'enfermiez dans quelque chose, je vais quand même me projeter. Je vais me projeter en dehors de ce que vous m'autorisez à faire. Par exemple, on a, je sais plus qui a dit cette phrase, une personne qui voulait justement être danseuse de ballet, et puis on lui a dit, elle a arrêté la danse parce qu'on lui a dit que les signes ne pouvaient pas être noirs. Chloé, étant ce que tu es, t'as dû arriver comme une déflagration en fait dans ce milieu. Donc comment t'as géré cette déflagration? Comment t'as géré ces personnes étonnées que tu sois là? Et comment aujourd'hui tu te projettes comment tu essaies de te projeter en dehors de cette déflagration et de toutes ces assignations, justement? Bon, honnêtement, n'exagérons rien. Comme je l'ai dit, vraiment, lors de mon apprentissage, j'ai vraiment eu des coachs qui étaient durs, stricts, à la baguette, mais vraiment qui m'ont poussé, en fait. Pour eux, j'étais un diamant brut qu'ils avaient besoin de me façonner. C'est plutôt quand je suis rentrée, encore une fois, dans cette compagnie. Alors, c'est ce que je dis à chaque fois aux gens issus du milieu du ballet. On n'incarne pas des Marilyn Monroe, on n'incarne pas des gens qui ont réellement existé, en fait. Bien sûr. On incarne des signes, des animaux ou des faits. Donc, le costume en soi devrait suffire. On a des tutus avec des plumes blanches, des collants roses, des pointes roses, on a une coiffe avec des plumes blanches. Et en top, en plus de tout cela, on nous a longuement demandé de nous maquiller la peau en blanche. Or que, pour ceux qui ne connaissent pas le Lac des Cygnes, il y a le rôle de Odette et de Odile. Donc, Odette qui incarne la pureté, et c'est vraiment intéressant de voir comment la couleur peut être interprétée, en fait. Elle incarne la pureté, la bienveillance, l'innocence, et c'est le signe blanc. Et elle se colore la peau en blanc. Et son alter ego, son miroir, Odile, qui incarne la sorcellerie, la méchanceté, les enfers, qui est le signe noir. Mais en revanche, elle, on ne lui demande pas de se colorer la peau en noir. Donc, vous voyez, tous ces préjugés, ces stéréotypes, ces clichés sont malheureusement à sens unique, en fait. C'est toujours les noirs qui en pâtissent. Voilà. Ceci étant dit, moi maintenant, je suis plus dans les compagnies. En fait, je travaille plus en tant que danseuse dans les compagnies. J'ai décidé d'arrêter parce que bon, comme je dis, je suis plutôt contente de ma carrière et il était temps pour moi d'arrêter et de me reconvertir. Par contre, aujourd'hui, ce que je fais, c'est j'interviens dans les compagnies de danse internationales en tant que professeur invité et rehearsal director. Donc, on m'invite, je donne un cours de danse et je coach les danseurs sur des chorégraphies, tout ça. Mm-hmm. Et je dois dire que les compagnies qui m'invitent à chaque fois, ce sont les compagnies les plus ouvertes. Ce sont tout le temps les compagnies les plus ouvertes d'esprit, c'est-à-dire en France, ça va être les compagnies contemporaines. Aux États-Unis, au Canada, ce sont des compagnies classiques, mais encore une fois, les Américains sont beaucoup plus ouverts sur ces questions, même s'ils ont aussi leurs problématiques. Hein. Absolument. Je dis pas le contraire, mais il y a beaucoup plus de diversité ethnique dans les compagnies canadiennes et américaines. Je pense vraiment que les choses sont en train de changer. J'ai envie de dire, il était temps. Il était temps. Pendant très longtemps, les coiffeuses et les maquilleuses des ballets et aussi des opéras, et je pense aussi que dans le mannequinat, c'était pareil, à une certaine époque,
n'avait pas la formation requise pour maquiller, pour traiter les cheveux afro. Moi, dans mes compagnies, j'ai toujours été la seule danseuse, mais vraiment la seule danseuse à devoir acheter mon propre maquillage, à devoir acheter mes propres produits capillaires. Et j'en avais pour une centaine d'euros par mois. Parce que souvent, on avait des spectacles, enfin, on avait entre 5 et 10 spectacles par mois, quoi. Et ça fait un budget, en fait. Et ce sont ces petits détails qui, à l'époque, je les trouvais insignifiants, je m'en plaignais pas. Mais quand même, ce sont ces détails qui vous font vous sentir différente, en fait. Pourquoi on me traite différemment? Pourquoi on ne m'achète pas du maquillage adapté à ma couleur de peau? Parce que j'ai toujours été la seule et la première noire quelque part. Donc, quand on est une minorité parmi un groupe de danseurs, enfin, parmi un groupe de danseurs, nous étions 95 à Berlin, c'est difficile, en fait, de se faire entendre. S'il y avait d'autres personnes noires, bah, peut-être que mon expérience aurait été différente, parce que sûrement on aurait pu me montrer la route. Mais quand on est la première quelque part, c'est pas évident, c'est pas facile, parce qu'on doit tout faire. Et dès qu'on prend la parole, comme tu le disais auparavant, on peut se faire traiter d'hystérique, de victime, de drama queen, quoi. Or qu'on met juste en lumière des problématiques qui nous touchent personnellement, quoi. Eh ben, le truc aussi de la légitimité, ça revient souvent, en fait, dans des espaces qui sont conçus pour pas qu'on soit à notre place. Ce sont des espaces, en fait, qui se comportent encore comme si on a été inventé en 2022. Du coup, comment vous avez fait toutes les deux pour récupérer cette légitimité qu'on tentait de vous arracher finalement à chaque fois? Moi, quand j'entends vos histoires et quand j'ai vu en fait vos parcours, il y a une phrase que j'ai retenue de Carmen Diop. Carmen Diop, c'est une chercheuse qui a travaillé sur le destin des femmes noires en entreprise. Et dans son mémoire, elle dit cette chose très juste. Elle dit quand les habituellement dominés prennent une place dans la hiérarchie sociale, les habituellement dominants vont tout faire pour les remettre à leur supposée place. Et quelque part, vous avez dû récupérer en fait cette légitimité, parce qu'à chaque fois, on a essayé de vous remettre à votre supposée place. Et j'ai l'impression que ton spectacle, ou comme toi, le fait de devenir justement professeur, c'est ce mouvement que vous avez dû faire pour sortir de ces espaces où on vous contraignait. Finalement, vous avez construit la place que vous méritiez. Comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a semblé vertigineux au départ, de dire bon bah en fait la table à laquelle j'essaie de m'asseoir finalement ne veut pas de moi, ou veut de moi dans des conditions inacceptables? Qu'est-ce que vous avez fait de ce vertige-là, et comment vous arrivez aujourd'hui à vous dire comment vous arrivez à être en face de cette décision d'avoir créé votre table? Comment ça se passe? Moi, en fait, ce dont j'ai pris conscience, c'est que c'est infini, en fait. C'est-à-dire, pour moi, comme il n'y a pas d'espace qui échappe au racisme, il n'y a pas d'espace qui échappe au sexisme, à la grossophobie. Enfin, voilà, on peut décliner à l'agisme. Et moi, quand j'ai écrit ce texte, j'ai commencé à écrire un texte, après un autre, et je faisais lire, parce que bon, vraiment, j'étais comme une toute petite coccinelle, j'étais pas sûre de moi et tout, et puis bon, voilà, quand tu commences à coucher des mots sur un papier, voilà, c'est hyper sensible, tu mets beaucoup de toi. Donc, j'ai fait lire à des proches, et beaucoup m'ont dit « Oh là là, mais c'est super, c'est oh là là, mais c'est vachement bien et tout ». Et puis, je l'ai fait lire à des personnes d'autorité, des directeurs de théâtre, et qui me disaient « Mais c'est très mal écrit ». Super. Ils me disent je dis « Mais c'est quand même étonnant, enfin voilà quoi ». Et puis, moi, j'avais quand même toute la force de mes proches qui m'avaient dit, oh, faut que tu continues, mais c'est super. Et effectivement, tu arrives là dans les milieux institutionnels. Ouais. Dans les milieux institutionnels quand même, hein, c'est au lieu de t'accueillir en t'ouvrant la porte, en t'encourageant, hop, on te met une grosse limite et en te disant que c'est nul ce que tu as fait et que tu ne sais pas écrire. Et bon,
Alors, qu'est-ce que tu fais de ça, en fait? Moi, je me dis, bah non, hein, moi, j'ai eu plein de gens qui m'ont dit que c'était, voilà, qu'il fallait que je continue. Et voilà, notamment sur les personnages caricaturaux, on me disait que c'était pas bien écrit. Les hommes blancs, personnes blanches, en toute objectivité, disaient que c'était très mal écrit, que c'était pas. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, parce que ça fait quand même peur, hein, quand même. T'envoies ton texte, et t'es là, plein d'espoir et tout, et on te renvoie, on te pose un gros veto, en fait, en disant que c'est nul ce que tu fais. Alors bon, en plus de ça, comme t'as pas une expérience d'écriture et tout, donc tout peut vaciller, tout peut, enfin voilà. Mais du coup, enfin voilà, moi je me suis dit non, enfin voilà. Et puis bon, voilà, la question des stéréotypes et de ce que je raconte dans mon spectacle, je la porte depuis tellement d'années que franchement, il y a personne qui pouvait m'arrêter en me disant que c'était pas possible en fait. Mais ce que j'ai fini par constater, c'est que voilà, tu endosses le statut d'autrice, les institutions te disent ne crois pas en toi. Quand on voit ton texte, non. Tu endosses le statut de metteuse en scène, et quand tu travailles sur les plateaux, t'as affaire à tout un personnel blanc qui ont l'habitude en plus je sais pas, d'une certaine approche. Voilà, moi quand je devais créer ma sculpture, ça a été tout un truc qu'elle soit noire, par exemple. Moi, on m'a montré des visages de couleurs. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Non, c'est pas ça que je veux raconter. Hein. C'est pas l'histoire d'une femme. Non, c'est une femme noire et grosse. Voilà, c'est mon double. Mon double, il avait une espèce de gueule. Enfin, je me dis, mais c'est pas moi, ça. Donc, il fallait se battre déjà pour imposer. Enfin, vraiment, il faut faire preuve de force et de détermination, parce que derrière, en fait, on ne prend pas en compte, alors que ce soit du directeur au... je veux pas faire un rapport vertical et de hiérarchie, mais en fait, ça se décline, en fait, sur la plupart des métiers, en fait. Claire. On remet toujours en question ton désir, ta création, et puis ta compétence quelque part. Et ça, c'est vraiment épuisant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des moments où du coup, tu finis par perdre confiance, parce qu'en fait, tu nages vraiment à contre-courant, quoi. Et moi, par exemple, je sais que dans mon équipe, c'était important d'avoir une personne noire qui m'accompagne, parce que c'est vrai que la sensibilité, nos histoires ne sont pas les mêmes culturellement. Ça veut pas dire que on peut pas communiquer, on peut pas partager, on peut pas, mais il y a des sensibilités, notamment sur des univers qu'on n'a pas l'habitude de devoir traiter, des histoires qu'on n'a pas l'habitude de voir traiter, parce qu'effectivement, tu voulais quelque part avoir le luxe de pas avoir à t'expliquer sur tout, en fait, quelque part aussi. Non, mais c'est même pas d'avoir à m'expliquer sur tout, c'est que tu n'es pas légitime même en tant que metteur en scène. C'est ton projet, machin, etc. Il faut que tu te battes. Enfin, tu es obligé d'hurler à la fin pour que voilà. Et mais en fait, c'est-à-dire que ça fait quand même 2 mois que tu demandes, que tu dis je veux ça, j'aimerais ça, j'aimerais ça, j'aime ça. Eh ben non. Ou, alors en fait, c'est fait très insidieusement. On te dit pas non, mais on le fait pas, ou je suis pas disponible, je suis pas machin, je suis pas là. Au bout de 2 mois, en fait, cette attitude risque de te pourrir ton projet. C'est-à-dire en fait, tu ne risques pas d'avoir les éléments de mise en scène que tu veux. Bien sûr. Ça remet tout en question. Et en fait, t'es mu par un dernier souffle où tu te dis, tu es obligé d'hurler en fait, de montrer ta force, de résister, parce que effectivement, sinon, si t'es pas assez résistante, tu vas pas faire le spectacle que tu veux. Et ça, c'est quand même, j'étais très surprise de voir les résistances, de découvrir en fait ça, en fait, c'est-à-dire que c'est l'institution culturelle qui amène
ces relations de travail et de création. C'est-à-dire que quand tu es un homme, ou quand tu as déjà un homme blanc ou machin, une metteuse en scène blanche, ben voilà, on va peut-être davantage te croire, davantage avoir confiance en toi. Et ben voilà, pour un premier spectacle, justement, tu as besoin d'être accompagné, d'être aidé, d'être assuré. Et ben non, tu n'as pas ça en fait. Tu n'as que ta détermination et puis tu n'as que puis le petit bout de confiance qui va te faire ça. aller jusqu'au bout. Et donc du coup, Chloé, tu disais que tu t'étais reconvertie justement. Donc en fait, c'est pas que tu ne danses plus, mais que maintenant tu fais danser. Oui. Comment c'est Je danse encore, mais en tant que freelancer. Et là, je danse pour des projets spéciaux, mais en compagnie, en tout cas, j'ai arrêté ma carrière parce que je trouvais que je n'y avais plus ma place et puis l'envie n'y était plus. En revanche, ce que je voulais, c'était transmettre mon savoir. Et oui, du coup là, maintenant, j'enseigne, je coach, j'écris aussi un livre, je fais une masterclass en ligne, donc j'essaie aussi de me divertir et de toucher un peu à différentes choses. Et t'as dû convoquer ta légitimité? Est-ce que ça a été un questionnement ou t'as juste vu ça comme une espèce de suite logique sans te poser de questions? Non, c'était pas vraiment une suite, pour tout te dire. J'ai que 31 ans et la carrière de danseuse, ça s'arrête vers 40 ans. Enfin, c'est quand même assez jeune. Les professeurs, les guest teachers, donc guest teacher, c'est quand tu vas dans une compagnie pendant 2 semaines et tu coaches. Ils ont souvent minimum entre 45 et j'en passe. Donc le fait est que je sois aussi jeune, c'est vrai que certaines compagnies peuvent se dire bon, elle a pas encore l'expérience pour transmettre, mais une fois qu'on me donne la chance de venir, j'enseigne, je coach et tout de suite j'ai ce lien assez unique avec les danseurs parce qu'ils s'identifient énormément à moi, le fait que je sois jeune, que j'ai encore l'énergie de montrer les exercices et que je sois plutôt bonne vibe, c'est ça. Je viens avec ma bienveillance parce que je veux surtout pas répéter les comportements que j'ai subis. Je pense qu'on peut être strict, rigoureux, mais tout en étant bienveillant et gentil. Et au final, c'est ça mon but, c'est de leur transmettre mes connaissances et de les aider à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que maintenant que je suis dans cette situation où les rôles sont inversés au final, je comprends encore moins les comportements des répétiteurs, des maîtres de ballet, des professeurs de danse qui se comportent en tant que tyrans. Quand on a des bouts de chou à coacher, quand on a des jeunes danseurs qui veulent juste une chose, c'est s'épanouir dans leur métier et devenir pour la plupart solistes et étoiles. Comment avoir des comportements aussi abusifs, des comportements que j'ai compris maintenant avec le temps parce que je me suis beaucoup exprimée, j'ai parlé avec beaucoup de danseurs, beaucoup de maîtres de ballet, de directeurs, des comportements que eux-mêmes ont subis et ils se rendent pas compte qu'ils réitèrent les mêmes erreurs. Après, je pense que le problème principal dans la danse classique, c'est que souvent ces maîtres de ballet, ces professeurs ont été danseurs, mais n'ont pas suivi après de formation pédagogique. Et être professeur, c'est quelque chose de totalement différent, même si on est professeur de danse. Gérer des danseurs, communiquer avec eux, la pédagogie, ça s'apprend en fait. Et ça, on ne guide pas dans ça en fait. Donc c'est pour ça aussi que, en plus du fait que le milieu soit fermé, en plus du fait que le milieu soit élitiste, en plus du fait qu'ils n'ont pas de formation, ça laisse aussi là une grande porte ouverte à beaucoup d'abus. Et malheureusement, les danseurs sont les premiers à entretenir cette omerta sous peur d'être licenciés. Parce qu'on a des contrats très précaires, hein. Des contrats soit de freelance 3 mois, 4 mois ou sinon des contrats de 1 an. C'est très dur d'avoir un CDI. Par exemple, en France, on exclut l'Opéra de Paris parce que l'Opéra de Paris ont des très bonnes conditions, mais dans le reste des compagnies, il faut attendre 6 ans pour avoir un CDI. En Allemagne, on n'a pas de CDI. Chaque année, le contrat est renouvelable. Ça veut dire que c'est très difficile de se débarrasser d'un danseur pour quelconque raison. Et la danse, au final, c'est
C'est très personnel. Moi, quand j'ai fait mes études en Russie, on était vraiment l'élite. Et on nous a toujours dit le même discours. Quand on vient du Bolchoï, vous trouverez facilement un travail parce que vous êtes l'élite, la crème de la crème. Quand j'ai dû auditionner pour trouver un travail, c'était très compliqué. Je me suis vraiment frottée à un mur. Et le problème, c'est que les directeurs ne disent pas, n'expliquent pas les raisons s'ils ne vous engagent pas. Donc, ça peut être parce qu'ils n'aiment pas votre tête, parce qu'ils n'aiment pas votre couleur de peau, parce que pour tout et pour rien, c'est très personnel. Et je me suis rendu compte que la difficulté dans mon métier, c'est que t'as beau être la meilleure, en tout cas, c'est ce qu'on te fait croire, la danse, c'est subjectif. Et ça dépend pas de toi, en fait. C'est pas comme si tu avais un master en économie et que on te dit tu n'as pas les compétences. Si, là, j'ai un master. Là, tu peux dire, oui, j'ai fait l'Opéra de Paris, j'ai fait le Bolchoï. Si un chorégraphe, si un directeur ne te sent pas, tu n'as aucun outil pour te défendre et pour prouver justement ta légitimité, que ce soit en tant que personne noire ou blanche, qu'importe. Mais bon, après, en tant que personne noire, effectivement, c'est encore plus difficile parce qu'on est tellement invisibilisé dans ces métiers, et pas juste dans la danse classique, dans la musique classique, les opéras, les théâtres, l'escrime aussi, la gymnastique, et j'en passe en fait. Pourquoi? Parce que la première barrière est la barrière financière, au-delà du racisme. La première barrière à abolir, c'est la barrière financière. Ces arts, ces métiers sont tellement chers et ils sont réservés à une élite précise. D'ailleurs, la danse classique a été créée par le roi Soleil pour sa cour. Et depuis, ça c'est resté très fermé, très élitiste. Donc forcément, les gens issus des minorités, quelles que soient, aussi minorités sociales, non seulement n'ont aucune connaissance sur ces arts classiques, mais en plus de ça, aller au théâtre, pour eux, c'est totalement inimaginable quand on sait qu'une place peut aller entre 80 et 250 euros. C'est totalement abject. Donc, pour moi, la solution, c'est vraiment de démocratiser les arts classiques et tous ces métiers-là, pas juste, comme j'ai dit, le golf, l'équitation aussi, et de les rendre accessibles à tous, quoi. Il y a vraiment un manque de knowledge, un manque d'accessibilité et de connaissances dans ce métier, je trouve. Merci. Moi, déjà, je voudrais vous remercier, à la fois Sabine et Chloé. Je vous remercie pour vos révolutions personnelles. Je vous remercie aussi pour ce que vous essayez de mettre en place et cet exemple que vous nous donnez de ce que ça peut coûter et de ce que ça peut être de se mettre au centre. Donc, je rappelle en fait qu'il y a ton spectacle qui se joue demain au Point Favre, la Fric, journal d'une femme vaudou, et Chloé aussi, les masterclass qui arrivent, je pense. Oui, mon livre aussi, qui va être publié fin avril aux éditions Stock. Et qui s'appelle? On n'a pas encore décidé. Ah, d'accord. On essaie de négocier, mais il est pratiquement vrai. Merci beaucoup. Merci Sabine, merci Chloé. Merci à toi, tu as été superbe. Merci.